Que nous démarrons tout naturellement avec votre magazine L'Essentiel. Alors ce soir, nous nous intéressons à la centrale électrique de Sendou au Bargny, c'est selon. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Iba Sabag, administratrice générale de la centrale thermique de Sendou. Bonsoir Madame. Bonsoir. Avec moi sur ce plateau, Abdoulaye Mbo. Abdoulaye Mbo, bonsoir. Bonsoir à toi Evelyne, bonsoir à Madame Sabar, bonsoir à mon petit frère Serine Salou-Gueye et bonsoir à nos chers téléspectateurs. C'est de la provocation Serine Salou, n'y répondez pas. Bonsoir. Je ne réponds pas à la provocation. Bonsoir Evelyne, bonsoir Madame Sabar, bonsoir à mon grand frère Abdoulaye et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, je le disais tantôt, nous nous intéressons à la centrale électrique de Sendou. C'est pas chose courante, mais tout simplement, l'actualité nous y oblige. Vous, administratrice de cette centrale, vous avez un problème sur lequel vous communiquez depuis quelques jours, une dette que la Sénélec refuse d'honorer. Pouvez-vous revenir sur le contrat qui vous lie avec la Sénélec? Merci beaucoup, Madame Manjouba. Donc, comme vous avez pu constater, hier, pour la première fois, on a eu l'honneur d'inviter la presse à une visite de site. Et ils ont pu assister à la centrale de Bargny, un démarrage de notre centrale. Les démarrages de cette usine, ça se fait plutôt régulièrement pour plusieurs raisons. Donc, le redémarrage ou le démarrage? Peu importe, au fait, le redémarrage, le démarrage de cette centrale. Ça veut dire qu'elle était à l'arrêt? C'est vrai, ça veut dire qu'elle était en arrêt, mais on l'a redémarrée pas moins que 5 fois. On fait ça de façon très régulière pour 2 raisons. Une raison, c'est parce que c'est la meilleure façon de préserver la centrale. Donc, quand on démarre les machines, on peut constater de leur bon fonctionnement, c'est important. Et pour la deuxième raison, c'est pour toujours pouvoir aussi rappeler à la Sénélec que la centrale est fonctionnelle et qu'elle est en mesure de produire l'énergie électrique et fournir ça au réseau de la Sénélec. Donc, hier, on était plutôt satisfait de pouvoir aussi communiquer ça à la presse et de les inviter pour témoigner lors de ce démarrage, là où ils ont pu quand même constater le fonctionnement technique de la centrale qui est toujours d'actualité. Alors, je le disais tantôt, quel est le contrat qui vous lie avec la Sénélec? Nous avons un contrat d'achat d'énergie avec un client unique qui est la Sénélec. Donc, c'est un contrat qui nous oblige d'abord à construire une centrale et en deuxième de fournir l'énergie électrique à tout moment à la Sénélec, notre seul client. Un contrat qui date de quelle année? Le contrat, il date depuis 2018. Il a été changé à plusieurs reproches pour s'adapter à des réalités du pays, aussi bien que des réalités du monde global. Et sous ce contrat-là, on est censé produire l'énergie électrique et Sénélec est censé nous payer pour cette énergie qu'en produisons pour le pays. Mais tantôt, vous avez parlé de l'arrêt de la centrale. C'était sur une période de combien de mois, de combien d'années? Oui, pas de combien d'années. Au fait, il faut préciser que la centrale, elle était mise en service en octobre 2018 et elle a produit plus que 400 millions d'unités d'énergie que Sénélec a vendues à ses clients. Elle a vécu des problèmes de fonctionnement qui est tout à fait normal pour une telle grosse installation industrielle. C'est pour ça que des raisons prévoient des contrats, ils prévoient des clauses pour traiter justement de ce type de bris de machine, si vous voulez. Mais c'est tout à fait normal d'avoir ce qu'on appelle teething problems. C'est des problèmes de jeunesse pour de telles installations. En mois de juillet, on a vécu non, au fait, non, je me corrige. On a vécu l'été dernier, l'an 2019, un problème qui est créé par une brise de machine qui peut arriver par le fabricant. Donc, un des tuyaux s'est percé et on a eu une contamination d'eau dans la machine. Malheureusement, pour raison de manquement de bonne exploitation, on n'a pas arrêté la centrale à temps pour pouvoir traiter de cette contamination. Donc, alors que on a traité le problème de tuyaux percés rapidement, mais pour décontaminer la qualité d'eau qui est rentrée dans l'installation, ça nous a pris 3 mois. Mais c'est des choses qui sont maîtrisées, c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui sont réparables de façon rapide à condition
qu'on prenne les signaux au sérieux dès qu'ils se relèvent. Donc, au moment qu'on a su qu'il y a eu un problème, il fallait l'arrêter, la centrale, au moment où le problème était connu, pour pouvoir ensuite traiter avec ce problème et gérer la maintenance. Maintenant, nous étions dans une pression par Sénélec de garder la centrale en exploitation en toutes conditions aussi longtemps que possible. Il faut prendre ça en considération quand on regarde l'ensemble des faits et qu'on regarde la raison pour laquelle on n'a pas tout à fait immédiatement amené la centrale à l'arrêt suite à un tel problème. On peut comprendre donc, Serine Saliou, la position de la Sénélec qui parle de défaillance technique et qui a fait que durant cette période que la centrale était à l'arrêt, on ne peut pas leur réclamer une ardoise qu'elle n'a pas consommée. D'ailleurs, si on a bien écouté un responsable de la Sénélec, ils ont dit que les pénalités s'élèvent à 66 milliards. Mais ce qui est bizarre dans ce problème, c'est que chaque fois qu'on entend Mme Sabag parler et qu'on entend aussi la direction de la Sénélec parler, on a l'impression de plus en plus qu'il y a un flou dans ce problème-là. C'est une structure qui produit de la lumière. La Sénélec, c'est une structure qui vend de la lumière. En réalité, dans leur communication, on devait avoir de la lumière, de la vérité sur le fond même du problème. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la Sénélec est débitrice, je crois, de 47 milliards, bien sûr, à la centrale de Sendou. Et quand vous entendez la Sénélec, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est la structure de Mme Sabag qui doit de l'argent à la Sénélec. Bon, les raisons qu'ils ont évoquées, il y en a plusieurs. Nous allons en parler quelques-unes. Ils ont dit que le projet, en réalité, devait commencer le 24 février 2008. C'est-à-dire c'est là où on devait démarrer les travaux. Et il était prévu 30 mois pour qu'on puisse finir les travaux et bien sûr commencer la production. Ça a pris du retard parce que je crois que les travaux finalement ont démarré en 2013 et la centrale a commencé à produire le 24 octobre 2018. Ce qui signifie qu'il y a un grand retard, pratiquement 7 mois. Et la Sénélec dit que chaque année de perdu, c'est 65 milliards. Chaque année de perdu, 65 milliards. Et si on fait l'évaluation de cette année, ça revient à 455 milliards. Donc déjà ça, c'est un problème. Et après le démarrage, 9 mois après, c'est-à-dire le jour même, le 19 juillet 2019, c'était le jour même de la finale de la Coupe de la CAN entre le Sénégal et l'Algérie. Donc, ce n'est pas une date facile à oublier. Donc, c'est ce jour-là où il y a eu la panne. Maintenant, cette panne-là aussi, ça avait un coût. Parce que si on écoute bien les dirigeants de la Sénélec, ils disent que quand la structure de Mme Sabag a sollicité bien sûr les banques BRS pour bien sûr procéder à la réparation de la centrale, c'est-à-dire ils ont exigé, le montant s'élevait à 31 millions d'euros, quasiment qui fait presque 20 milliards et quelques. Donc déjà ça c'était un problème. Et d'après toujours aussi eux leurs informations, ils disent que les banques BRS avaient carrément refusé en demandant même un audit de la structure. Parce que c'était un problème que 9 mois après le démarrage qu'il y ait eu ce problème. Bon, Mme Sabag l'a expliqué tout à l'heure, je donne foi bien sûr à ces informations. Mais là aussi, ce sont des informations que la Sénélec. Et la Sénélec aussi disait que depuis que la production a démarré, c'est eux qui se chargent de l'achat bien sûr du charbon. Et en plus de cela, ils disent qu'aujourd'hui, il y a un... Parce qu'il faut le préciser, c'est une centrale électrique à charbon. Voilà. Charbon. Donc, ils disent que depuis, c'est-à-dire l'approvisionnement, c'est eux qui s'en chargent. C'est-à-dire que c'est eux qui achètent. Et en plus de cela aussi, aujourd'hui, il y a quasiment, en tout cas, une production de 2 milliards de charbon aujourd'hui qui est inutilisé là-bas. Compte tenu maintenant de l'ensemble de ces faits-là, ils disent qu'aujourd'hui, pour les pénalités, il y a quand même... La structure leur doit au moins 66 milliards. Vous reviendrez tout à l'heure sur ça. Donc, il y a des communications croisées par-ci par-là, au point que nous, on ne sait même pas où se situe aujourd'hui la Avant de vous donner la parole, Mbo, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'interprétation de contrat? Parce que si je me base sur ce que Serine Saliou a dit, nous avons la version de la Sénélec qui s'arc-boute sur ces pénalités qui s'élèvent à plus de 60 milliards de francs
CFA, mais également les responsables de la centrale électrique qui lui réclament 47 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est pas un problème d'interprétation du contrat? Apparemment, il y a un problème d'interprétation, mais quand on regarde le déroulé des faits, et quand on regarde les différents contrats qui lient la Sénélec à différentes structures, commençons par Aquilé, allons sur Excelec, allons sur Ocom, etc., etc. Il est très difficile de dire que la Sénélec a raison et par rapport justement à sa forme de communication et par rapport à ces différentes structures. Parce que lorsqu'une boîte est gérée de manière nébuleuse et lorsque justement des élèves, des voix appartenant à cette boîte s'élèvent pour dénoncer justement la démarche de la Sénélec par rapport justement aux différents contrats qui lient l'entreprise à différentes entités privées, on est également en droit de nous poser la question de savoir pourquoi la Sénélec ne va pas dans le sens de nous donner la bonne information. Parce que la Sénélec n'appartient pas à M. Bité, qui est l'actuel directeur général. C'est une entreprise nationale, donc qui appartient, je pense, à tous les Sénégalais. Et chaque Sénégalais a le droit, justement, de poser des questions. Chaque Sénégalais a le droit de réclamer la vérité. Mais quand on regarde, encore une fois, le déroulé des faits et la rupture unilatérale de contrats avec certaines entités privées, et l'offre de marché gré à gré, comme ça a été le cas de Ocom, donc on est en droit de nous poser des questions. Parce que le conseil d'administration de la Sénélec joue-t-il pleinement son rôle? La direction générale de la Sénélec joue-t-elle véritablement son rôle? Mais ce que l'on sait et qui est élémentaire dans la perception populaire, mais qui commande et consomme la commande, mais après avoir consommé la commande, on ne peut que justement payer ce qu'on a commandé. Alors, Madame Sabag, est-ce que dans le contrat, ces pénalités que vous réclame la Sénélec, c'était prévu dans le contrat? Donc, laissez-moi vous répondre à votre question aussi bien que bien sûr. Au propos de M. Gay. Et donc, juste vraiment pour que ça soit clair, donc moi, je suis aussi avocate de métier. Et je pense que j'ai très bien étudié le contrat et je pense que j'ai une façon de lire et de comprendre le contrat qui est suivant les règles de droit. Je tiens quand même à préciser celui-là. Et j'aimerais toucher à quelques points de fait que la Sénélec peut-être ont voulu apporter par leur interlocuteur. Et donc, je précise que je ne suis pas leur interlocuteur. Donc, peut-être je suis consultant, je ne suis pas Voilà. Il n'est pas de la Sénélec. Voilà. Non, il n'est pas de la Sénélec. C'est notre confrère, il est consultant à la maison. Voilà. Donc, au fait, juste pour préciser, c'est vrai que le contrat a été signé en 2008, mais il y avait des conditions préalables à la construction. Une des conditions, c'était par exemple le lever de financement par les banques internationaux. Et ça, il y avait des délais prévus pour pouvoir faire ça. Il y avait beaucoup d'autres choses aussi. Il y avait une cessation de terrain qui a pris plus que 2 ans. Donc, quand on parle d'exécution, de signature de contrat qui date depuis 2018 et qu'on parle de démarrage de la phase de construction, il faut bien faire la part des choses. Donc, on peut pas dire on signe en janvier, en février, hop, on a le terrain, on passe déjà à la construction. C'est pas prévu comme ça, parce que avec les conditions du pays, le contrat prévoit quand même des délais raisonnables pour pouvoir respecter plusieurs choses qui sont peut-être pas nécessairement disponibles. On va revenir tout à l'heure, mais par exemple, on était censé être fourni et l'énergie pour la production aussi bien que la fourniture d'eau pour les travaux de génie civil. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et il faut accepter qu'il y a des réalités dans ce pays qui ne permettent pas l'exécution d'un contrat ou l'exécution dans un contrat comme on le pense. Il y a eu en son temps une opposition farouche de la population de Bargny également. C'est pas du tout ça le problème en fait. Le problème, je dis, on pense qu'on signe en janvier 2018 et on commence à construire en février 2018. C'était pas du tout prévu comme ça. Mais ça, c'est une chose. Après, vous avez parlé de charbon. C'est vrai, mais Sénélec, ils s'engagent à financer, à repayer tout le combustible dans toutes les installations. Donc nous, on n'est pas un cas spécial. Ce qui est notre désavantage, c'est qu'on préfinance le charbon. Donc, au fait, on fait en tant que trésorerie à la Sénélec, on préfinance le charbon et il le rembourse uniquement après avoir produit l'énergie. C'est vrai, mais ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du coût global de l'électricité que vous, les consommateurs, payez. Ça, c'est complètement normal. Il n'y a rien d'anormal avec ça. Vous avez aussi... Si on vous comprend bien, cette facture-là, ce sont les consommateurs qui la paient. Ça, c'est complètement normal.
fait, tout l'énergie qui soit produit est vendue à la Sénélec. Quand ça soit revendu aux consommateurs, c'est normal. Les consommateurs supportent le coût. Supportent le coût. Raison pour laquelle nous, on est la centrale la moins coûteuse au Sénégal aujourd'hui. Donc, en fait, si on est en production, si on arrive à produire l'énergie électrique et vendre ça à Sénélec, ça sera pour l'avantage de consommateurs. Vous avez aussi, au fait, vous avez parlé d'un audit. Et j'aimerais vraiment aborder complètement ouvertement le sujet. Nous-mêmes, on a mené une audit technique déjà début de l'an 2019. On a fait recours, on a demandé à des experts sénégalais avec la compétence internationale en la matière. Et c'était sur recommandation de Sénélec. Donc on a eu les noms des gens formidables sénégalais sur le terrain qui sont venus faire une audit technique sur la centrale sur d'abord 6 semaines et ensuite sur 6 mois. Et on a partagé les conclusions de ce rapport avec Sénélec, et le rapport démontre certaines défaillances qui sont possibles de remédier, mais il ne démontre pas du tout que la centrale n'est pas en état technique de produire. Maintenant, la Sénélec, ils n'ont pas voulu prendre en considération les conclusions dans ce rapport pour une raison que j'ignore, et au lieu de ça, on a fait appel à une société consultante internationale suisse qui est venu faire une audit ici sur un délai très court, c'était 1 semaine quand la centrale était en arrêt. Donc ils ont fait une audit basée sur des inspections visuelles et sur des interviews. Et ils ont déposé leurs conclusions à Sénélec, et Sénélec n'a jusqu'à date d'aujourd'hui pas partagé ce rapport avec nous. Pourquoi je dis ça? Parce que les informations concernant l'état technique de la centrale nous appartiennent. La centrale, elle a une grosse machine, un ordinateur qui enregistre à tout moment toutes les données d'exploitation. Il s'appelle un système DCS. Et vous pouvez à tout moment tirer les informations des données techniques, environnementaux, etc. Et vous vous mettez devant les chiffres, devant les données, et vous faites une analyse qui sera adaptée. Mais les consultants étrangers, ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste donné leur avis à partir de cette visite qui était relativement courte. Et on n'a même pas eu le droit de vérifier est-ce que leur hypothèse de base était vrai ou faux. Et aujourd'hui, j'entends parler des résultats de cette audit-là sans qu'on est venu me consulter. Est-ce que je suis d'accord même sur les principes de base? Et on n'a jusqu'à aujourd'hui pas partagé les conclusions, alors que je suis en train de subir les effets de mauvaise réputation qui en sortent de ce rapport, et aussi la situation financière de ma société. Madame Sabag, je reprends ma question. Sur quelle base légale vous réclamez 47 milliards à la Sénélec, dans la mesure où il y a eu un arrêt pour défaillance que vous avez expliqué tout à l'heure? Oui, expliquez-moi, madame, comment c'est possible que vous me demandez de vous produire une voiture? Vous voulez acheter une voiture toute neuve. Donc vous venez me voir, vous me dites je veux qu'elle ait 125 chevaux et qu'elle puisse faire telle et telle distance. Ok? Je vous construis cette voiture. Vous me dites très bien, elle est très bien, je la prends. Est-ce que vous pouvez maintenant me conduire de point A jusqu'à point B? Je vous conduis, je vous prends en taxi, je vous conduis jusqu'à point B. Arrivant à point B, vous me dites merci beaucoup. Maintenant vous me devrez de l'argent. Et dans la lecture, l'interprétation du contrat de Sénélec, je ne serai jamais en mesure de produire l'énergie électrique et d'être payé. Donc je précise encore une fois, 400 millions unités qui ont été produites et vendues, et aujourd'hui, je ne suis toujours pas payée. Donc vous rejetez les pénalités dont il parle. Oui, je suis désolée. À tout moment, vous pouvez intervenir, c'est bien sûr. C'est pas clair. La raison pour ma participation aujourd'hui, c'est vraiment pour répondre à ce propos de monsieur Pape Toby Gay, qui est le directeur des grands projets de production à Sénélec. On rejette catégoriquement cette réclamation. À tout moment, oui. Oui, c'est ça, allez-y. Madame Sabag, est-ce qu'en réalité, quand il y a eu cette panne, est-ce que vous ne vous en êtes pas référé à vos banques bailleresses?
Est-ce que vous n'avez pas demandé à vos banques de l'argent pour pouvoir... J'aimerais vraiment répondre à cette question, en fait, parce que je vais rebondir. Vous savez, monsieur, que la Sénélec, ils ont pris la décision de ne pas payer déjà il y a plus qu'un an. C'est pas une décision récente, parce que vous faites semblant de vouloir associer cette décision avec cette panne au mois de juillet. Mais il faut savoir... Non, je précise, c'est important. Ouais. C'est important de savoir. En fait, c'est l'argument un peu de la Sénélec, si on comprend un peu la sortie de M. Tobik, dont vous parliez tout à l'heure. Mais on ne peut pas aujourd'hui me dire qu'on a décidé de frapper des pénalités alors qu'on a décidé de ne pas payer déjà il y a très longtemps. Maintenant, vous abordez un sujet, on va l'aborder. Est-ce que nous, on est allé voir les banques? Nous, c'est qui? Nous, c'est la CES, Compagnie d'électricité du Sénégal. Elle est menée par un seul responsable, c'est son administrateur général. Depuis le 25 novembre, c'est moi qui ai l'honneur d'être cet administrateur général. Ça m'aide honnêtement beaucoup d'être avocate et d'avoir suivi ce dossier depuis 13 ans parce que je maîtrise les risques. Et je vous dis, monsieur, les risques sont gigantesques. Donc aujourd'hui, il n'y aura personne qui a envie de se substituer à moi dans ce rôle-là. Mais il faut dire, c'est qui est allé parler à la BAD? Je peux vous dire, monsieur, c'est pas CES. Parce que CES, avec son représentant légal, ils n'ont jamais participé à des réunions que Sénélec évoque où ils avaient déclaré qu'ils n'allaient pas payer plus que le charbon. Et quand vous dites ça, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous avez décidé d'exploiter la centrale sans pour autant prendre en considération les charges de maintenance. Une centrale, vous l'exploitez un jour, le lendemain, il faut que vous faites la maintenance préventive. Vous ne pouvez pas l'exploiter comme ça. La voiture de madame, on ne peut pas la conduire, et puis on a un frein qui tombe en panne, on dit je ne le change pas. J'ai déjà décidé, je ne paye pas pour l'entretien, donc je ne prends pas d'assurance, je ne prends pas des pièces de rechange, je ne prends pas quelqu'un pour la maintenance. J'ai déjà décidé quand j'ai acheté la voiture. Donc je roule avec, et puis je tombe en panne, je fais rien. C'est considéré comme ça la décision. Vous décidez de l'exploiter mais pas payer, ça veut dire quoi? D'ailleurs, sur ce, la Sénélec dit que les conditions pour reprendre la collaboration avec vos structures, c'est de l'ordre de 4. D'abord, la première condition, c'est revenir d'abord sur cet audit-là qui nécessite 31 millions d'euros. Deuxièmement aussi, que la police d'assurance que vous avez contractée pour votre structure, que c'est arrivé à terme, ça n'a pas encore été renouvelé. Et en plus... Il y a également les rapports d'intervention effectués sur la centrale. Aussi, ça fait partie des conditions. Pour la maintenance aussi, le contrat est arrivé à terme, ça n'a pas encore été renouvelé. Vous savez, monsieur, ça me désole tellement qu'on a exposé notre correspondance dans la presse sans donner nos réponses. Donc j'aborde, question par question. Comme je vous ai dit, l'audit, tant qu'on n'a pas partagé les résultats, les conclusions de l'audit, comment voulez-vous que vous réagissiez? Comment voulez-vous? Dans quel contexte? D'abord, allons dire, juste pour l'hypothèse, que je suis obligée par le contrat d'être tenue par cet audit. On va faire ça comme hypothèse. Je vous dis, c'est pas le cas. Mais en deuxième, si je suis disposée à prendre cet audit et d'aborder les points, donnez-moi d'abord l'opportunité de vous dire, est-ce que les hypothèses de base sont bien fondées sur les bonnes données? Et en troisième, laissez-moi au minimum avoir les conclusions pour que je puisse soit me prononcer dessus, soit prendre acte. Mais vous ne pouvez pas me cacher cet audit tout en me reprochant de ne pas avoir mis en place les recommandations dedans. Ça, c'est une chose. Et quand vous parlez de chiffres de 31 millions, je ne vous cache pas, monsieur, que l'auditeur, il m'a dit, on me met la pression, on me demande de chiffrer le montant. J'ai pas de notion, je travaille pas en Afrique, j'ai pas de contre-consultant, j'ai pas de numéro. Et on lui a donné un numéro par des entretiens. Au fait, un fournisseur a dit, moi, je prendrai 10 millions pour faire le travail, donc il a noté. Je vous le cache pas, ça, il m'a communiqué à moi. Donc on lui a quand même mis ça, c'est une révélation de taille que vous faites, Madame Sabag. Monsieur, au fait, excusez-moi, je pensais que vous étiez le porte-parole. Du tout, hein? Du tout. Je vous précise encore qu'il est journaliste consultant. Oui, très rapidement. Oui. Et quelle gymnastique électrique comptez-vous faire pour entrer dans vos fonds? Il faut apporter la lumière sur ces informations. J'ai pas du tout compris quelle gymnastique électrique. Le jeu de mots, hein? On parle d'énergie. On fait tout le temps, on démarrera la centrale tout le temps. Je vous ai dit, ça a deux objectifs. Moi, en tant que responsable de société, je tiens à préserver ce bien en bon fonctionnement, même si ça en vient de la poche de mes investisseurs. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc, on la démarre souvent. On démarre cette installation
pour pouvoir la garder disponible à tout moment, suivant le contrat, je précise, et